Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20 h, je déclare ouvert ce conseil municipal. Je vais donc procéder à l'appel. Luc Jarec, présent. Véronique Perrusso. Philippe Rago. Marlène Chavez dos Santos. Jacques Ferrari. Stéphanie Brenier. Jean-Marc Deluse. Présent. Johanna Goulin. Philippe Levieux. Aline Poirel, Nicolas Koenig, Evelyne Capelli, Rui Henriquez, Corinne Tondy, Pascal Raffa est excusé, il me donne procuration, Anne-Sophie Lehmann, Philippe Huillier est excusé, il donne procuration à Johanna Goulin, Florence Galland-Rennes, Thierry Danet, Alain Henry, Pascal Milot, Arlette Jaworski, Jean-Marie Henriot. Parfait, je vous remercie. Il nous appartient de désigner un ou une secrétaire de séance. Comme d'habitude, je vous propose Marlène Chavez dos Santos. Y a-t-il des objections? Enfin, en tout cas, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, Madame dos Santos, merci. Tout d'abord, quelques précisions techniques, pour que la séance se déroule dans les meilleures conditions. Cette séance sera filmée intégralement et cette captation sera disponible demain sur le site internet. Elle est filmée par la société ComCollab de Landaville et donc effectivement je les remercie d'être présents avec un matériel qui est très performant me semble-t-il et donc je rappelle aussi le RGPD, le règlement de la protection des données, qui est affiché sur la porte derrière vous, qui fait effectivement jurisprudence. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire en préambule. Donc nous allons aborder le rapport numéro 1, à savoir le vote des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2021, délibération modificative. Donc simplement vous dire que le Code général des impôts prévoit que les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux avant le 15 avril de chaque année les décisions relatives soit au taux, soit au produit, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. Toutefois, et c'est une nuance importante qui nous manquait jusqu'à présent, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget n'intervient pas avant le 31 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de 15 jours à compter de la communication de ces informations. Suite à la délibération du conseil municipal du 7 avril fixant le taux d'imposition des taxes directes locales pour 2021, et adopté conformément au calendrier imposé par le Code général des impôts. Il est rappelé au conseil municipal que cette délibération précisait que la notification officielle des bases d'imposition n'était pas enregistrée par la commune à la date du vote. Ce document n'ayant été mis en ligne et notifié à la commune que le 26 mai, il est nécessaire que le conseil municipal délibère à nouveau pour prendre en compte les éléments modificatifs afférents. Ce qui nous permet effectivement de voter un nouveau taux. Il s'agit pour le conseil municipal de fixer les taux d'imposition des taxes directes locales en tenant compte de ces éléments. Ça, c'était l'introduction. Je vais laisser la parole à M. Jean-Marc Deluse, adjoint aux finances. Donc je vais prendre la suite. Donc, merci Monsieur le maire. Donc on rappelle que, conséquence de la terme de la délibération du 7 avril précisant les raisons de ce recours, la loi de finances 2021 prévoit une suppression du produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales. En compensation, cette suppression
de cette suppression, la commune recevra la partie départementale de la taxe sur les propriétés bâties. Elle perd donc son pouvoir de taux sur cette taxe, hormis sur les résidences secondaires à partir de 2023. Donc, en plus, donc, il y a maintenant aussi un abattement de 50% qui est appliqué sur les établissements industriels, ce qui implique une diminution de la base de taxe foncière. La commune de Contrexéville, aujourd'hui, ne bénéficie plus non plus, on va dire, de la DGF. DGF, dotation globale de fonctionnement, c'est une chose qui a disparu au fur et à mesure des années, qui représentait encore plus de 900 000 euros il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est à zéro. La mise en place aussi du fonds de péréquation. Le fonds de péréquation, qu'est-ce que c'est? Moi, je vais le rappeler, je l'ai déjà expliqué. C'est un peu moi ce que j'appelle la caisse Robin des Bois. C'est-à-dire on prend aux communes riches pour donner aux communes pauvres. Contrexéville étant considérée comme une commune riche, donc on cotise à cette caisse, et depuis 2012, c'est plus de 3 millions d'euros qui sont partis des caisses de la commune vers ce fonds de péréquation. On va dire, des éléments qui servent à taxer, on va dire, la commune par rapport à cette péréquation, c'est l'effort fiscal. Et l'effort fiscal de la commune de Contrexéville étant très bas aussi, donc on va dire, on est appelé à contribuer beaucoup. Les compensations, exonérations, abattements consentis par l'État aux activités économiques qui restent aussi maintenant, on va dire, incertaines. Les pertes financières, toujours en fonctionnement, la surtaxe en prenant, on va dire, la surtaxe sur les eaux minérales. Surtaxe sur les eaux minérales, pour mémoire, en 2017, on encaissait encore plus de 2 millions d'euros de surtaxe sur les eaux minérales. Elle est descendue gentiment de 2017 jusqu'à aujourd'hui, pour, on va dire, aujourd'hui plafonner autour de 1 598 000 euros qui ont été pris au compte administratif de 2020. Petite info, aujourd'hui, on va dire, on est sur de la stabilité, ce qui est déjà, on va dire, à peu près une bonne chose, on est sur la stabilité. En espérant qu'à l'avenir, cette taxe, on va dire, remonte et rapporte un peu plus au budget de la commune. Les efforts aussi entrepris depuis plusieurs années pour limiter les dépenses de fonctionnement, mais qui ne peuvent compenser intégralement ces baisses de recettes. Il y a des efforts qui ont été faits, c'est sûr, sur les municipalités précédentes, on va pas le nier, mais on va dire le rythme des économies sur le fonctionnement n'ont pas servi, on va dire, à arriver à couvrir les baisses de recettes. La nécessité aussi d'agir sur la fiscalité directe s'impose afin d'optimiser les recettes de fonctionnement et rétablir ainsi une capacité d'investissement. L'amélioration de l'autofinancement permettant ainsi à la commune de réaliser les investissements prévus dans le projet de mandat et qui sont indispensables au maintien et au développement de la vitalité économique et sociale du territoire. Donc ce soir, nous allons proposer d'agir sur les taux, donc sur le taux de la taxe sur le foncier bâti. Donc aujourd'hui, celui-ci est inférieur aux moyennes départementales et nationales pour les villes de même strate. Il faut savoir que Contrex, tout le monde dit commune de moins de 3500 habitants, mais il faut savoir que Contrex, par rapport, on va dire, au tourisme, on est classé ville de plus de 5000. Donc on est dans les strates de 5 à 10 000 habitants. Donc aujourd'hui, le taux de Contrexéville est de 10,34 contre 17,57 au niveau départemental et 16,41 au niveau national. À titre d'exemple, le tableau ci-dessous, il est projeté là, présente les taux du foncier bâti en 2020 des communes vosgiennes situées dans les strates de population immédiatement supérieures, Contrexéville étant, comme je vous l'ai dit, surclassé, pour rappel, dans les strates de 5 à 10 000. Donc on peut voir certaines, on va prendre les communes les plus proches de chez nous, on voit Mirecourt, on voit Neufchâteau, qui sont aujourd'hui, en 2020, qui étaient bien au-dessus de la taxe contrexévilloise. On a un autre tableau qu'on ne représentera tout à l'heure, et qui est encore un peu plus parlant. Donc, aujourd'hui, il est proposé aussi de ne pas bonifier le niveau des taux de la taxe sur le foncier non bâti et celui de la contribution foncière des entreprises. Ceci afin de préserver le tissu économique local, les entreprises étant impactées directement par la crise sanitaire, et de tenir compte de la mise en œuvre du plan relance mis en place par l'État.
Donc, sur proposition du maire, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur les taux d'imposition des taxes locales pour l'exercice 2021 selon le tableau ci-après. Donc, au niveau de la taxe foncier bâti, donc taux proposé donc 2021 50,99. Alors, ce taux tient compte aussi donc de l'intégration de la part du département qui est à hauteur de 25,65. Sur le foncier bâti, donc on reste à 37% et sur la CFE à 21,99. Donc voilà ce qui vous est proposé ce soir. Des questions, des remarques? Pour ceux qui souhaitent intervenir, il faudra vous déplacer devant cette table avec micro pour que l'enregistrement se fasse. Monsieur Danet. Avant de parler budget, je voudrais juste avoir une question par rapport donc à la visio. On est satisfait hein, puisqu'on demandait à ce que ce soit filmé, donc c'est une bonne chose. Alors, on m'entend pas. Bon. Non, mais c'est pas un micro d'ambiance malheureusement, hein, mais c'est un micro d'enregistrement. Donc on va m'entendre. Ouais, je retire le masque. Hein. Bon. Voilà. On le dira pas, je suis filmé. Mais... Oui, donc avant de parler budget, je voulais avoir juste quelques précisions par rapport à l'équipe qui filme. D'abord, donc vous avez conclu un marché ou pas, oui. Ou est-ce que c'est expérimental? Quel coût, quelle durée? Alors, je vais donner la parole à Madame Perrusso qui va vous répondre. Alors, je tiens à rappeler que, comme je l'avais indiqué la dernière fois, on avait sollicité 4 entreprises voilà, en leur proposant la captation des conseils municipaux. Compte tenu de la mauvaise qualité dans ces salles, 2 ont décliné. Et donc, nous avons retenu comme collab de non-avis. Voilà. Donc, pour donner l'estimation d'un budget, ce soir, en collaboration avec Concolab, on a décidé que c'était une soirée à l'essai. Voilà. Pour à la fois le rendu et la façon dont ça fonctionnait. Oh, mais ensuite, il y a un marché de signer ou pas là? C'est une soirée test et ensuite, si ça fonctionne bien, on passera un marché avec la société. Et les conditions? Les conditions, alors, Bien. Alors, comme collab, alors je donne, voilà, c'est un prix moyen, mais je donne l'ensemble du matériel mis en œuvre, 2 caméras, boîtier objectif, 2 micros de bureau, un trépied, un stabilisateur, un GoPro sur trépied, un monteur retoucheur, dérochage, étalonnage, montage, composition de l'audio, cession de droits d'auteur et frais de déplacement, un montant de, si nous concluons, de 3 716 € par an. Donc, je rappelle que la société s'est engagée à mettre en ligne à partir de demain, parce qu'il y a un minimum de montage. D'accord, c'est mis en ligne sans coupure, il y a un montage, mais... Alors, c'est filmé en continu. En intégralité. Voilà, c'est pas sans coupure, évidemment, c'est sans coupure, il y aura juste des passages de caméra pour qu'on voit bien la personne qui parle, etc. Mais si vous avez un doute, l'ensemble de ce qui a été filmé restera à disposition, évidemment. Non, j'ai aucun doute, je veux juste savoir. Non, très bien. C'est évidemment sans coupure. D'accord. Ensuite, bon, donc, comme je l'ai dit, on est satisfait. On aimerait aussi, c'est une demande, que les comptes rendus soient aussi repris de manière donc, manuscrite, hein, au niveau donc, des débats. Là, c'est filmé, d'accord, mais les écrits, c'est encore mieux. Donc, on souhaiterait que les principaux propos qui sont tenus par nous et comme vous dans les réponses soient aussi donc, retranscrits de manière manuscrite. Alors, on a déjà avancé en mettant l'intégralité des débats en communication visuelle. Sur une retranscription, ça demande aussi une autre organisation et d'autres moyens. Je ne comprends pas, par écrit, c'est un simple compte-rendu. Ou alors on fait un compte-rendu exhaustif total. Non, c'est pas ce qu'on demande. Voilà, d'accord. En tout cas,
c'est une demande que nous entendons et nous verrons alors ce sera évidemment l'essentiel des débats. L'essentiel, c'est ce qu'on demande. En tout cas, on va regarder comment on peut procéder, M. Danet. Bon, d'accord, merci. Bon, pour en revenir donc maintenant à l'ordre du jour, moi je voudrais déjà parler un petit peu du contexte général avant vraiment de parler de l'impôt. Bon, si on regarde ce qui a été dit, ce qu'on constate, alors ça c'est une décision gouvernementale, les industries voient leur base divisée par 2, de 50%, donc les bases divisées par 2, ça veut dire que l'impôt qui en résulte est aussi donc divisé par 2, que ce soit le foncier ou la CFE, l'impôt économique. Donc on va dire que les bénéficiaires, ce sont donc les industries, et que les industries. Et à côté de ça, on a une décision communale qui augmente fortement le foncier bâti. Donc là, on est vraiment à l'opposé. Donc on se retrouve avec d'un côté des propriétaires, mais qui ne sont pas seulement habitants, qui peuvent être aussi commerçants, artisans, loueurs de meublés, etc., qui eux vont être vraiment taxés très fortement, de manière vraiment donc extraordinaire. Je parle même avec le taux que vous avez revu, puisqu'on est, alors je vais arrondir à 150%, mais si on va être précis, on va dire 145% sur la part communale. Donc on a vraiment un grand écart entre un côté l'industrie, bon, on n'y peut rien, c'est comme ça, mais donc l'industrie dont le premier, le plus important, c'est l'embouteilleur, qui crée 0 emploi, qui est donc encore, qui sort gagnant donc, cette année. Bon, on pourrait se réjouir, et on se réjouit qu'il y ait des industries, ça crée de l'emploi, ça amène de la population. Par contre, là, on est en contradiction, puisque cette population va hésiter à venir habiter à Contraxéville, vu les taux pratiqués au niveau du foncier bâti. Ça crée un déséquilibre quand même important au niveau de la commune, entre ces taux. Ce déséquilibre, on le trouve aussi au niveau intercommunal. On est quand même sur un territoire. On arrive de plus en plus à un territoire intégré avec des compétences, on le verra après, qui sont transférées au niveau intercommunal. Donc on a à peu près les mêmes services sur tout le territoire, de plus en plus, et avec une grosse différence quand même qui va se retrouver, avec le transport et tout, on y arrive, et on a une anomalie, une grosse différence sur ce territoire. Ça va être Contraxéville, qui aura un taux de foncier bâti très supérieur à tous ses voisins. Ça pose comme un problème au niveau du territoire, pour la ville, mais aussi pour l'équilibre du territoire. Donc vous pourrez attirer peut-être une entreprise à Contraxéville, mais pas forcément des habitants ou des petits commerces, et je ne parle pas du bourg-centre, au niveau, que ce soit des habitants ou des commerces. Moi, ça me gêne, parce que là, on est en train de créer un déséquilibre important, sachant que ce qui va être voté ce soir, si c'est voté, et vous le savez très bien, ça sera très dur à revenir dessus. Si vous baissez le taux du foncier bâti, il faudra baisser les autres taux. Si les autres communes le font, ça sera pareil. Donc on aura toujours cet écart important sur le foncier bâti à Contraxéville par rapport aux autres communes. Je rappelle, on en a parlé hier en commission des finances, les taux sont liés, j'explique, je ne sais pas si tout le monde le sait. Si vous décidez, ou même une équipe dans 5 ans, de baisser le foncier bâti, elle devra baisser toutes les autres taxes. Taxe d'habitation pour les résidences secondaires, la CFE et le non-bâti. Donc, ça sera très dur à baisser, puisque ça amènera quand même beaucoup de pertes au niveau impôt. Donc, il faut bien se rendre compte que ce soir, ce qui va être voté, ça va durer, je ne vais pas dire que c'est définitif, mais ça aura une portée sur une longue durée. D'où l'importance du vote. Bon, ça, c'était un petit peu le contexte. Après, je pense que si on est là ce soir, ce n'est pas parce qu'on a reçu les États le 26 mai, c'est vrai, c'est parce qu'il y a eu une contestation. Je ne pense pas qu'on aurait repris une délibération sur le simple fait qu'on ait reçu donc, les États au niveau des impôts. Alors, nous avons entendu les Contraxévillois. Voilà. Non, mais il faut aussi le dire. Il faut le dire, et je le dis très clairement. Non, mais, et on vous en remercie, ce n'est pas écrit dans le corps de la délibération, mais la vraie raison, je pense, si on est là ce soir, c'est pour ça. Il y a eu un mouvement, et je voulais en venir là. S'il y a eu ce mouvement, ce n'est pas une simple réaction de surprise, c'est un mouvement de fond qui a duré longtemps. Il y avait beaucoup de gens, à peu près 650 qui ont signé la pétition, autant dans le groupe. C'est vraiment un mouvement qui montre quelque chose, qui montre que là, vous avez franchi le seuil. Les gens sont prêts à payer des impôts, tout le monde l'a dit, ou presque tout le monde a compris qu'il fallait les augmenter, mais il y a des seuils à ne pas franchir. Là, le seuil, il a été franchi. C'est pour ça que ce mouvement a duré aussi longtemps et que vous avez fini par vous dire qu'il faut peut-être quand même faire quelque chose. Voilà, alors après, le fond du problème, c'est quoi?
c'est pas le taux d'impôt, on avait un taux faible sur le foncier bâti, pas sur le reste. Hein. Oui. D'accord. Oui. Le reste était Sur dans le- la moyenne. Non, mais dans la C'est moyenne. déjà bien. Oui, oui. Il y avait un taux faible. Si vous le mettez au taux moyen, ça suffirait. Là, et le problème de fond, c'est pas ce taux qui est faible. C'est quoi le problème de fond? Vous le savez tous. C'est le fonctionnement de la ville, le coût de fonctionnement. Vous prenez les strates, comme ça a été dit. On se compare aux villes qui ont le double d'habitants. Et malgré tout, alors je vais encore remettre toujours la même chose sur le tapis. Vous prenez les charges de personnel, vous nous citez Neufchâteau. Neufchâteau, le double d'habitants que Contrexéville. Masse salariale, la même que nous, à peu près 4 millions. À peu près. Bon, nous, on est à 3,9 millions. Mirecourt, 5700 habitants, masse salariale, 2 millions. La moitié de nous. Le problème de fond, il est là. C'est ça le problème, c'est le fonctionnement. C'est pas l'impôt, c'est le fonctionnement. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc c'est logique de remettre l'impôt au taux moyen qu'on pratique ailleurs, mais le problème de fond, il n'est pas là. Donc il faut travailler sur ça. Alors, je vais répondre au fur et à mesure. Ouais. Parce que C'est mieux, ça me fait souffler. ouais, c'est mieux. ça te fait souffler un peu. Je vais répondre au fur et à mesure. Donc, au niveau de l'imposition, ce qui va être voté ce soir sur le niveau de la taxe foncière sur le bâti. La taxe foncière sur le bâti, elle va être votée donc, ce soir. Elle sera maintenue au même niveau jusqu'à la fin du mandat. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'augmentation de ce taux. On n'augmentera plus le taux de la taxe foncière, ni du reste bien sûr parce que c'est lié. Mais en plus, on peut, on va dire, tous les ans, par rapport, on va dire, parce qu'il y a deux choses qui servent à payer l'impôt. La base et le taux défini par la commune. Tous les ans, on fera des calculs, hein. Ça va être des calculs d'apothicaire, hein. On a discuté, c'est des calculs d'apothicaire. Tous les ans, ce qu'on fera, l'augmentation de la base sera prise en compte pour agir sur les taux. C'est-à-dire qu'on sera sur une fiscalité constante, aujourd'hui, jusqu'à la fin du mandat. Une augmentation de base de 0,2 ou 0,5%, on fera les calculs par rapport à ce que ça donne sur le taux, pour diminuer le taux d'autant, pour compenser l'augmentation de la base. Oui. Voilà, déjà dans un premier temps. Ça, on peut le faire. Je reviens aussi, on va dire, sur les villes... sur les villes, hein, bon, c'est sûr, plus d'habitants, mais comme je le dis, hein, on est population de plus de 5000 habitants hein, surclassés, même si on n'a pas la population. Mais en attendant, on en a les structures. On a les structures hein, qui datent, c'est de l'historique. Hein, c'est pas des structures qui ont été créées hier, avant-hier. C'est des structures qui ont été créées, ça remonte à 40 ans. C'est 40 ans d'histoire hein, aujourd'hui. Hein. Avec un développement de la population, on est monté sur une population de plus de 4000, 4700 habitants en Contrexéville. C'était déjà une belle petite ville. Malheureusement, hein, comme on disait, hein, l'acteur économique principal aujourd'hui, c'est plus, on va dire, dans la mouvance de l'emploi. On a fermé la base, hein, qui nous a aussi beaucoup impacté. Et donc, on est quand même resté aujourd'hui avec la diminution de la population, avec toutes les structures qui ont été créées à l'époque où, on va dire, c'était l'opulence. Contrex, c'était l'opulence. Je l'ai déjà dit la dernière fois. Ils rentraient de l'argent, mais on va dire, quand ils ont créé la surtaxe sur les eaux minérales dans les années 70, c'était l'opulence, quoi. On a vu arriver de l'argent pour un petit bled. Hein. À l'époque, c'était un bled. Hein. Et voilà, donc on a créé des structures, hein, des bâtiments. Donc aujourd'hui qu'il faut continuer à entretenir, hein, et donc il faut du personnel pour l'entretenir. On en est là aussi. Hein. Il faut les remettre en état. On a aussi ici on a un établissement thermal, hein, Contrexéville, donc on a un établissement thermal qu'il faut aussi faire vivre. C'est sûr, hein, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent depuis le rachat de l'établissement thermal. C'est énormément d'argent. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut savoir ce qu'on veut. Soit l'établissement thermal, eh ben, on finance, on se relance, on essaye d'aller de l'avant, comme il a été fait à l'époque hein, du mandat, où vous avez financé, on va dire, une étude, et puis donc la demande, on va dire, de l'agrément rhumatologie. Ça ne va pas nous sauver, on va dire, à court terme, mais j'espère qu'à long terme, on va pouvoir avoir une dynamique et redonner à Contrex, on va dire, ses couleurs de thermale qu'elle a connues jusqu'on va dire dans les années 90. Donc tout ça, je suis désolé, tout ça, ça a un coût. Ça a un coût. Il y a des tas de choses qui sont arrivées du fonctionnement, comme je disais, l'établissement thermal. Il y a eu des baisses de recettes. Et malheureusement, moi je le dis, je suis revenu là sur ce mandat-là. J'ai fait le constat quand même que sur les 2 derniers mandats,
la fiscalité, elle n'a pas suivi. Si régulièrement on avait, c'est sûr, c'est toujours embêtant hein, d'augmenter les impôts, c'est pas très populaire quand on veut se faire réélire, c'est sûr, voilà. Mais je suis désolé, aujourd'hui, vu la conjoncture, il fallait régulièrement, vu les achats qui avaient été faits, hein, le terme, l'entretien et tout ça, il fallait, on va dire, prévoir gentiment, calmement, une augmentation des taux. Ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, voilà, on est un peu le bec dans l'eau et obligé d'arriver à faire ce qui n'a pas été fait les années précédentes. Je reviens donc sur les communes. Ok, le communal, l'intercommunal. Aujourd'hui, il y a des communes, allez, on ne va pas la citer, hein, les confins de l'Ouest vosgien, hein, qui, on va dire, a déjà transféré beaucoup de compétences, on va dire, à la Comcom. Nous, notre Comcom, on va dire, elle est jeune. Hein. Il n'y a pas beaucoup de compétences encore qui ont été transférées. On va voir tout à l'heure au niveau hein, de prochaine délibération qu'il y a des compétences qui vont être transférées au fur et à mesure. On va transférer aussi, c'est en 2026, tout ce qui est réseau, hein, assainissement, ça va être aussi transféré. Nous, on a une Comcom qui est, on va dire, aujourd'hui, qui est en développement. Hein, mais à mon avis, même pour moi, ça va pas assez vite, hein, parce qu'il faut savoir, hein, Comcom, on y va ou on n'y va pas. Mais il faudrait que ça aille un peu plus vite. Donc, quand on reprend aussi, aujourd'hui, les taux communaux, plus que vous payez sur les Comcom de chaque ville, on s'aperçoit qu'avec notre augmentation de taux, on se retrouve dans les moyennes. Dans les moyennes. Et je n'augure pas peut-être d'augmentation future des impôts sur ces villes-là que vous n'aurez plus sur Contrexéville. Ceci dit, les communes dont vous parlez et qui ont augmenté, qui ont transféré un certain nombre de compétences et quelquefois nombreuses à l'intercommunalité, ont maintenu leur taux. C'est à noter aussi. Et sur la masse salariale. Non, j'allais demander d'intervenir sur la masse salariale. Moi, je souhaitais revenir sur 2 points en fait. Sur la CFE, aussi effectivement ce choix délibéré qu'on a fait de ne pas l'augmenter. Alors c'est vrai que la loi fait que les industriels ont un abattement. Mais on n'allait pas faire supporter un taux supérieur à l'ensemble du tissu économique qui pèse dans l'emploi, je pense, bien au-delà d'ailleurs que Nestlé, on ne va pas le citer. Et en plus, la loi de finances prévoit, on en a parlé hier, on en avait parlé la dernière fois, un plafonnement de la valeur ajoutée qui passe à 2% contre 3%. Donc de toute façon, c'est illusoire de faire penser qu'augmenter la CFE allait amener des recettes supplémentaires. Après, je voudrais revenir aussi sur les effectifs. C'est vrai que c'est un débat qu'on entend régulièrement. C'est d'ailleurs amené, à ma grande surprise, par des personnes qui ont toujours voté le tableau des effectifs. Mais bon, au 31 décembre 2019, il y avait 103,31 équivalents temps plein. Au 1er février 2021, on est à 98,46. Donc c'est pas tout à fait 5 TP, mais on n'en est pas loin. Et on continue bien évidemment de travailler sur le sujet d'une manière raisonnée, intelligemment, je veux dire, en fonction des profils. On ne peut pas dire que d'emblée, un départ à la retraite ne sera pas remplacé. C'est une précision que je tenais à faire. D'accord, merci. Bien. Je vous réponds et je reprendrai. Pour répondre à Stéphanie, on l'a très bien compris sur la CFE, on en a reparlé hier. On ne vous a pas demandé d'augmenter la CFE. Je vous dis juste que les industriels ont un régime intéressant qui malheureusement ne va pas forcément amener des habitants sur Contrexéville puisqu'on a un taux de foncier bâti qui peut leur donner envie d'aller habiter juste à côté. J'ai bien compris que de toute façon la CFE était plafonnée et donc je ne vous ai pas demandé d'augmenter la CFE. Sur le personnel, en effet, il y a eu des efforts. Je ne connaissais pas les chiffres, je les connais très bien, mais ça n'empêche que c'est quand même toujours le point où il faut travailler. On a, je reprends ce qu'a dit Jean-Marc, par rapport à Neufchâteau, on a quand même autant de personnel, alors qu'on est quand même une ville qui a la moitié d'habitants. C'est bien évident, mais ce n'est pas voilà. Un problème qui se résout du jour au lendemain. Il ne se résout pas du jour au lendemain, mais le problème majeur de Contrexéville, c'est son fonctionnement, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Oui. En effet, si les impôts auraient augmenté un peu plus tôt, il y aurait un peu plus
eu de travaux de fait. Il fallait hein. travailler sur les deux. Voilà. Il fallait travailler sur les deux en même temps. Mais ça remonte à très loin, puisque le foncier bâti, on est tous impliqués ici. Oui, Voilà. mais je suis d'accord Voilà. avec toi. Mais c'est l'historique qui remonte, c'est 40 ans d'histoire. Voilà. Bon, alors, maintenant, je ne sais plus. Oui. Par rapport à ce tableau qu'on n'a pas eu hier en. Non, ben voilà, c'est un truc qu'on a Non, mais compilé. voilà, vous le sortez aujourd'hui, on n'a pas eu hier. Non, on l'a mais compilé, bon. là, vite fait, Alors moi, voilà. mais bon, Voilà, ça arrive. Ouais, voilà, c'est des données. C'est beaucoup fait dans l'urgence en ce ouais. moment. Alors moi, donc j'ai pas les chiffres, j'ai pas de tableau à vous présenter, puisque je n'ai pas préparé. Moi, je reviens toujours sur les charges personnelles. Et oui, je suis désolé, vous me donnez les chiffres. Je suis d'accord, on y travaille. Et vous me répondez on par y ce travaille, tableau. quoi. Attendez, mais est-ce que je peux. Vous me répondez par ce tableau en disant oui, mais là-bas, la Comcom. Non, mais j'ai pas répondu. Ils sont personnel beaucoup par plus rapport à la intégrés. Comcom. Moi, ce que je peux vous Par dire, rapport au taux. ce que je vous réponds de tête, contre Aix-et-Ville, le coût par habitant des charges personnelles, c'est à peu près 1100 €. Neuchâteau, Mirecourt, c'est peut-être 500. Vous me dites oui, mais la Comcom a pris beaucoup de compétences. Ici, si vous prenez ce que la Comcom a comme charge personnelle, que vous divisez par le nombre d'habitants de la Comcom, ça nous fait 50 € de plus à donner. On passe à 1150. Si vous prenez Neuchâteau, Mirecourt, alors je n'ai pas les chiffres exacts, c'est à peu près 150 €. Donc même en prenant en compte l'intégration de la Comcom qui a beaucoup plus de compétences et de personnel, on est encore au double du coût. Donc il ne faut pas tout justifier par la Comcom. N'oublions pas que lorsqu'il y a Donc transfert vos de chiffres compétences, n'amènent il y rien. a aussi transfert de personnel. Oui, c'est ce que j'ai expliqué. C'est ça. Mais le coût est beaucoup plus réduit parce qu'il est mutualisé, c'est tout. Oui, certes, mais j'aimerais quand même revenir sur ce coût par habitant. Forcément, je veux dire, les calculs, ils sont dupés, puisqu'on est moins de 3500 habitants et qu'on est considéré comme une commune de plus de 5000. Donc forcément, les ratios ne peuvent pas être les mêmes. Prenez toutes les villes thermales, prenez Luxeuil, prenez toutes les villes thermales qui sont comme nous considérées comme une ville à strate supérieure, ils n'ont pas le même coût c'est tout. Donc je ne vous dis pas, c'est ça qu'il faut travailler en premier, travailler sur l'impôt, d'accord, l'augmenter, mais travailler là-dessus. Et c'est forcément une solution à moyen terme. On ne va pas d'ici 2022, mais c'est sur cet axe qu'il faut travailler, tandis que là, en mettant un taux d'impôt très élevé, on se condamne à cet impôt très élevé, on ne pourra pas y revenir. Il fallait, nous, ce qu'on proposait, c'est un taux raisonnable et travailler ensuite sur le personnel, ou en même temps. Et augmenter, le cas échéant, les impôts dans un deuxième temps. Tandis que là, vous partez très haut d'entrée. C'est ça. Bon, en tout cas, avant que vous ne poursuiviez, Monsieur Danet, moi je voudrais saluer le travail des agents de la collectivité qui font preuve de très grande polyvalence et qui font un travail de grande qualité et je les en remercie. Nous les remercions aussi. Très bien. On ne remet pas en cause le travail, on remet en cause l'organisation, le système. Et avec beaucoup de polyvalence, pourquoi ? Parce que les effectifs aussi ont diminué sur certains services. Non, mais c'est sûr que ça Voilà. amène forcément Par de la rapport à polyvalence. quelques années. La polyvalence, c'est l'une des solutions. C'est ça. On est d'accord. Bon, alors maintenant, c'est sûr, on vous dit qu'il faut baisser les impôts, ça peut paraître facile. Tout le monde dira la même chose. Alors moi, j'ai fait un petit calcul. Si vous prenez donc les bases foncières, on est à 5,4 millions à peu près. 5 480 000, bon, je ne sais plus. Ça veut dire que chaque point, quand vous prenez 1%, c'est 54 000 €. Si vous, là, donc vous proposez un taux, je prends que la part communale, si ce taux, on le baisse de 1%, on gagne ça, enfin, je prends plutôt l'inverse, je m'explique mal. Si on arrive à économiser 50 000 €, on peut baisser le taux d'un point. Alors moi, je vous propose des pistes qui permettraient de ramener ce taux en dessous les 20 points. Je parlais en points. Vous prenez, on en a parlé hier en commission des finances, les subventions. Si on prend le budget qui a été voté cette année en recettes, il n'y a pas de subvention, sauf ce qui va être voté tout à l'heure. Oui. Il n'y a pas de travaux, pas de subvention. Alors je vais reprendre, on va faire plus court qu'hier. Oui. Quand on prévoit une dépense, quand on prévoit des travaux, on prévoit en face les recettes. Les recettes, c'est l'autofinancement, ce sont aussi les subventions qu'on peut obtenir. Chaque budget, on a toujours et partout, on vote les budgets en mettant les recettes possibles avec des taux raisonnables. Cette année, vous n'avez mis aucune subvention. J'ai lu plutôt l'article de presse du président du conseil départemental. Il vous dit, alors il vous préconisait 22%, c'est pas sa commune,
c'est un petit peu de l'ingérence, mais ça veut quand même dire que, ça veut quand même dire que, et il le dit, il vous aurait aidé, donc ça veut dire qu'il y avait des subventions possibles. Quand on a un budget qui a à peu près 1 million d'investissements, hein, de travaux, d'investissements, on peut honnêtement espérer entre 50 et 100 000 euros de subventions. Je ne parle pas que du département, je parle de toutes les subventions. Là, vous n'avez rien mis. 50 000 euros de subventions, c'est 1 point. S'il y avait 100 000, un taux élevé, ça ferait 2 points. Sur ce point des subventions, là, vous êtes à 25%, à 25 points, vous pouvez gagner 1 à 2 points en baisse. Alors juste une petite précision, Monsieur Danet, lorsque on augmente l'effort fiscal de la collectivité, on bénéficie de compléments de subventions. On est très faible, on a 8% par exemple du conseil départemental, avec une augmentation de l'effort fiscal, puisqu'on est bien en dessous de l'effort fiscal moyen. Donc il y a aussi un taux de subvention de la collectivité départementale qui va augmenter. Et donc des rentrées en termes de subventions qui seront aussi plus importantes. Et puis, je voudrais... Oui, madame. Oui. Donc sur les subventions, effectivement, dès qu'on peut demander une subvention, elle est demandée. D'ailleurs, il y a un point à l'ordre du jour après. Par contre, le principe quand même d'inscrire des subventions, c'est quand elles sont certaines. Or là, les travaux, ils sont inscrits et seulement pour un commencement. Vu les sommes inscrites en voirie, on le sait bien et on l'a dit, c'est des programmes qui vont commencer en début 2022. Inscrire des recettes en investissement, alors qu'on les percevra dans 1 an et demi, voire 2 ans, ça crée ces déséquilibres de trésorerie qu'on connaît de manière récurrente depuis un certain temps. Mais si, tu ne peux pas dire l'inverse, non. puisque tu inscris des recettes que tu n'encaisses pas. Mais bien sûr que si. Il y a les budgets, les budgets, c'est que des chiffres qu'on aligne. Il y a le budget, il y a la trésorerie. Si j'inscris aujourd'hui une subvention de 10 000 euros dans mon budget, ok, je vais équilibrer mon budget, je vais avoir de l'excédent et tout ce qui s'ensuit, nickel. Mais en attendant, si je n'ai pas la trésorerie, parce que ma subvention, je la touche que dans 2 ans, comment je finance le reste? Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. C'est pour ça qu'il faut. Voilà. Après, c'est ta position. Je la respecte. C'est ta façon de gérer. C'est pas ma façon de gérer, c'est la façon de faire un budget. Il ne faut pas confondre trésorerie et budget. Ben justement, la trésorerie, il n'y en a plus aujourd'hui. Quand on a un projet, n'importe quel, même une association, elle met les recettes espérées, elle met les dépenses. Vous êtes bien les premiers et les seuls à faire ça. Il n'y a plus de trésorerie. Et le problème qu'il y a, je comprends la prudence annoncée. Le problème qu'il y a, c'est que tout ce que vous ne mettez pas en recettes, subventions ou autres, c'est quoi qui vient compenser? C'est l'impôt. C'est l'impôt. C'est tout. Et c'est le foncier bâti. Et c'est comme ça qu'on arrive à des taux de 25%. Je voudrais te reprendre sur tous les budgets sont construits comme ça. Alors certainement pas. Parce que justement, en comptabilité commerciale, certainement pas, tu inscris une recette qui n'est pas acquise. Je ne suis pas en commercial. Je prends la collectivité. Reprends tous les budgets de la commune depuis 10 ans. Vous verrez. Il y a tout le temps au moins 50 000, voire 100 000 de subventions. C'est voté au mois de mars. Donc, à chaque fois, les subventions sont demandées ou peut-être pas demandées, espérées. Là, vous avez quand même volontairement retiré ces subventions pour gonfler le montant de l'impôt nécessaire. C'est tout. Il ne faut pas dire le contraire. Après, c'est ta vision des choses. C'est ma vision. Je veux aussi préciser que lorsqu'on demande une subvention, il y a une durée de validité. Oui. Qui est de 1 an. 2 ans en général plutôt. Non. On peut obtenir des dérogations, mais ce n'est pas systématique. Bon, enfin voilà, vous avez donc ma position. Pour moi ici, c'est 1 à 2 points de moins possible sur le taux. En revenant sur la trésorerie, un autre point. Je ne suis pas sur la trésorerie. Oui, mais si, aujourd'hui le problème il est là. Si je n'avais pas de problème de trésorerie, aujourd'hui je n'imposerais pas au contribuable de loi une augmentation aussi importante des impôts. Le problème aussi, c'est quand même que pour faire, on va dire, la mariée un peu belle au niveau des budgets primitifs, quand même, depuis 2014 jusqu'à 2020, on a quand même transféré des budgets annexes qui sont le bois et l'assainissement, quasiment 1 million d'euros. 1 million d'euros qu'on a été puisés dans ces budgets pour transférer dans les budgets, le budget général. Pour moi, ce n'est pas de la comptabilité, parce que je déshabille Pierre pour habiller Paul. Je n'ai pas plus d'argent en faisant ça. J'ai pas plus d'argent. Donc voilà, mon problème de trésorerie, il est là aussi. Et maintenant, le pire, le double effet qui se coule là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, la trésorerie, on n'en a plus. Mais en plus,
à ponctionner dans ces budgets qui doivent s'autosuffire. C'est-à-dire que quand tu as des travaux à faire sur l'assainissement, ben c'est ta redevance d'assainissement, sur l'eau, c'est ta redevance sur l'eau, et puis le bois, ben c'est ce que tu vends en coupe de bois. Eh ben, tu as tellement ponctionné tout ça qu'aujourd'hui, ben, si demain il faut faire des travaux, eh ben, on a un peu le bec dans l'eau. Donc voilà. Donc ça c'est tout. Voilà, c'est tout. Non, mais je ne veux pas refaire l'histoire. L'assainissement, on est arrivé. Mais je mets l'église au milieu du village. La réalité, elle est là. L'église, écoute, en 2014. L'église à refaire en plus. Oui, oui. En 2014, quand on est arrivé, le budget assainissement, on a récupéré une affaire qui remontait à je ne sais pas quand, où il y avait 1 million d'euros sur l'assainissement qui n'était pas utilisable, puisqu'on n'avait pas les moyens de faire des travaux. En général, quand on fait des travaux d'assainissement, il y a de l'eau potable, il y a de la voirie, on ne peut pas. Il y a eu donc une anomalie de gestion faite à l'époque, je ne sais pas par qui, donc on n'allait pas quand même laisser dormir ce million sur l'assainissement qu'on n'aurait jamais pu utiliser. On a réussi avec bien du mal, enfin là je remercie entre autres le personnel qui a travaillé dessus, pour pouvoir récupérer une partie de cette somme. 250 000 euros. Oui, 250 000, parce qu'on n'a pas, on aurait pu prendre 500, on aurait pris 500, mais on ne pouvait pas. Sur 970 000 de transférer sur les deux budgets, voilà. Et la forêt, alors il y a Jean-Marc Henriot qui a été responsable de la forêt, on a pris l'excédent. La forêt, c'est commercial. S'il y a un excédent, on s'en sert. Oui, mais aujourd'hui on a le premier usage de la forêt, c'est pour entretenir la forêt. Il a toujours eu les moyens pour entretenir la forêt, replanter, etc. Et l'excédent, c'est fait pour ça. On le met dans le budget principal. C'est ce que font toutes les petites communes, des villages, des communes forestières. Leur principale ressource, c'est la forêt. C'est logique de l'utiliser, c'est tout. Oui, mais le souci, c'est que vous transférez, on va dire, vous faites une écriture comptable sur laquelle vous n'avez pas la trésorerie pour le faire. C'est ça le problème, on pourra en discuter sans s'étendre, le problème il est là, il est le problème de trésorerie. Après c'est que des jeux d'écriture, la comptabilité, on le sait, c'est que des jeux d'écriture. Mais si derrière vous n'avez pas la trésorerie pour assumer vos écritures, eh ben vous avez le bec dans l'eau. Alors monsieur Danet, vous étiez dans le précédent mandat à la place de Jean-Marc Deluze. On était ensemble. Et effectivement, nous étions ensemble. Et vous mettiez effectivement en garde l'ensemble des élus et des services en disant quid de la trésorerie. Je pense oui. On est bien d'accord, c'est ça. Mais trésorerie, c'est pas budget, c'est deux choses différentes. Non, mais d'accord. Mais la trésorerie, sans trésorerie, on ne peut pas. On va pas y passer la soirée. Bien. Alors moi, je continue sur mes comment récupérer 50 000 euros, 54 000 pour gagner un point. Alors, on ne sera pas d'accord. Au niveau des termes, vous avez mis patrimoine thermal, on en a parlé hier aussi, c'est pour ça que j'ai posé des questions. On a à peu près 220 000 euros, je crois, de disponibles. Donc ça a été réduit entre avril et là. Oui, on l'a réduit. On l'a réduit, vous l'avez réduit. Avec cette somme, on peut tenir tous les engagements de la ville en retard de 2020, plus 2021, plus quelques travaux à côté. Je pense que vous ne pourrez pas faire techniquement l'ensemble des travaux. Ça veut dire qu'il y a à peu près 180 000 euros qui iraient dans le bâtiment des thermes. Là, ça vient de rouvrir, tant mieux. Les thermes vont peut-être s'arrêter 3 semaines, 1 mois, fin novembre. On est sur une somme de 180 000 euros, 160 000, je ne sais pas, ce sont des travaux d'ampleur. Ça m'étonnerait que vous puissiez faire tous ces travaux cette année. Chaque année, on arrivait avec les termes à discuter sur un compromis. Sincèrement, je pense que cette somme pourrait être réduite, reportée en partie à l'an prochain. Et là aussi, vous pouvez gagner 1 à 2 points, suivant un petit peu l'avancement des travaux, la programmation, sur l'impôt. Si vous gagnez 50 000, 54 000 pour être précis, sur les travaux prévus au terme, ça fait encore 1 point qui baisse. Si vous gagnez plus, ça fait 2 points. Je ne pense pas que ça soit impossible de programmer des travaux à hauteur de peut-être 120 000, 150 au lieu des 200. Et on gagne 1 point ou 2. Alors, et sur les travaux au terme, effectivement, il y a des engagements qui ont été pris. Vous avez participé aux négociations. Oui. C'est pas les délais nécessaires à faire les travaux qui posaient problème aussi. C'était aussi un problème un problème de trésorerie qui ne nous permettait pas d'assumer la totalité du protocole que nous avions signé. Et là, vous m'assurez que vous ferez les travaux dans les termes pour 180 000 euros avant la fin de l'année ? Vous en êtes où ? À programmer ? Bien sûr. Oui. Et quels travaux seront faits ? Alors, justement, quand on a dit et on s'est engagé à présenter un plan pluriannuel d'investissement à la rentrée, eh bien, c'est là où il y aura des arbitrages qui seront faits. À la rentrée, en septembre, vous aurez établi les travaux. Et fin décembre, les travaux seront faits. Bravo. C'est pas possible. Écoutez, il y a un certain nombre de choses qui sont possibles. Bon, supposons. Alors, là, on peut gagner 1 à 2 points.
Je reviens aux travaux mairie. Mairie, 166 000 d'accessibilité, je crois qu'il y a 6 000 ailleurs. 160 000 euros de travaux mairie, PMR, hein, personnes handicapées. Là aussi, est-ce que vous serez prêts? C'est pas programmé. Vous allez programmer ça aussi en septembre, je suppose. Il y a un ascenseur à mettre là. C'est compliqué, je ne sais pas. Il faut sûrement un architecte ou un spécialiste. Il faut trouver des entreprises spécialisées. Si vous commencez à réfléchir au programme et au coût, parce que quand je vous ai posé la question au mois d'avril, on est encore sur une estimation faite en 2018. Donc si vous établissez le cahier des charges en septembre, fin décembre, je ne pense pas que vous aurez fini les travaux à la fin de l'année. Donc là, il y a une somme qui peut, à mon avis, être aussi réduite. 1 à 2 points à voir. Le cahier des charges, il est déjà défini puisque nous avons travaillé avec des architectes pour la mise en place de cette norme pour personnes à mobilité réduite. Alors vous le savez bien, Monsieur Danet, vous êtes fonctionnaire d'État, c'est une obligation et nous avons déjà demandé des dérogations pour repousser les travaux d'accessibilité. À l'époque, c'était un investissement pour l'ensemble des bâtiments publics, si je me souviens bien, et vous allez me le confirmer, à 1 million d'euros. C'est ça, à peu près, oui. C'est ça. Donc, effectivement, la mise en accessibilité de la mairie fait partie du sujet, tout comme la mise en accessibilité d'autres bâtiments. On a aussi des obligations en termes de sécurité, notamment sur l'espace André Chédid, par exemple. Et tout ça, on y est. On a déjà des estimations et on va engager les travaux là par entreprise, etc. Puis en fait, j'aimerais rebondir quand même sur le point là que tu donnes pour réduire le taux d'imposition. En fait, ta présentation, le problème, c'est qu'elle est justement en termes de trésorerie et d'avancement de travaux. Nous, la réflexion qu'on a eue, elle est globale, elle est sur un plan de financement global d'investissement sur la durée. Plan qu'on n'a pas encore vu. En septembre. Voilà, en septembre. Alors là, vous commencez à mettre les recettes et on verra après ce qu'on en fera. Non, on sait où on va. Ah, vous savez, mais nous on ne le sait pas. C'est un peu gênant. J'espère qu'il y aura des commissions. À partir de septembre, le plan pluriannuel. J'espère qu'il y aura des commissions de travaux et des commissions de finances qui en parleront. Et donc on prend en note qu'en septembre, on aura le plan de l'ensemble des travaux chiffrés jusqu'à la fin du mandat. Jusqu'en 2026. On prend en note jusqu'en 2026. Et là, on pourra voir l'impôt nécessaire. Et voilà. Là, vous faites l'inverse. Jusqu'en 2026 pour on va dire les termes, hein, en respectant le protocole, hein, sans compter l'arriéré, juste ce qui reste au niveau des 80 et quelques mille à donner tous les ans. 6 000. Ça nous fait encore plus de 500 000 euros, hein, plus de 500 000 euros Oui. à injecter dans les termes. Enfin, excusez-moi, mais quand même, les débats doivent se dérouler dans la sérénité. Et là, ce n'est pas le cas. Non, quand on frappe. Non, je suis désolé. C'est pas les débats qui sont pas sereins. Ça se passe bien. Jusqu'à présent, je n'ai rien dit. Mais quand on vient taper aux vitres, c'est autre chose. Continue. Monsieur Danet. Oui, Thierry aussi. Voilà, donc je reviens. Mairie, 1 à 2 points. Je reviens à mes points, Stéphanie. D'impôt, possible. Alors là, il y a un autre point qui, bon, j'en ai déjà parlé aussi, non, on n'est pas d'accord, je m'exprime quand même. Il y a un autre point, on l'a déjà dit, vous avez lancé une opération de réalisation de logements au 3e étage. Cette année, c'est 45 000 euros, je pense que c'est la plateforme. Hein. Bon, il y a des spécialistes. Franchement. Des bureaux et on fait une salle d'archives. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas. Quand on est dans une situation comme de crise, crise financière, ça a été dit. Il n'y a pas d'urgence à faire des logements au 3e étage. Il y a quand même on est sur une commune, il y a beaucoup de logements vacants. Il n'y a pas une demande express, avec en plus des conflits d'usage au niveau de la mairie. Je pense que c'est pourquoi pas faire des logements, ça rapportera des loyers plus tard. Au début, c'est l'investissement. Il n'y a pas d'urgence. Quand on est en situation économique difficile, on ne le fait pas. Là, c'est 45 000. 45 000, il en manque un petit peu. À la place de faire ça, je l'ai déjà dit, il suffit de fermer un vieux préfa qui vous coûte 10 à 12 000 euros par année en énergie, chauffage, électricité. Vous avez 54 000, ça fait encore un point, Stéphanie, on ne sera pas d'accord. Si vous fermez un préfabriqué, 10 000 euros, ça vous rapportera plus qu'un loyer ici, et c'est un gain net. Donc là, ça fait encore. C'est en cours. Hein. On n'est pas au courant, mais tant mieux. C'est une réflexion. On en a discuté, c'est une réflexion oui, qu'on va mener aussi. Hein. Ça vous fait encore un point de gagné. Je ne sais plus à combien j'en suis sur mes impôts, vous voyez, mais ça baisse. Voilà. Alors,
Ça, c'est au niveau investissement. Maintenant, je vais aller aussi un petit peu voir en fonctionnement, puisque, bien sûr, si on dégage la marge en fonctionnement, ça fera toujours moins d'impôts à récupérer. Il y a quand même une chose que je vous ai signalée, je vais signaler en Comcom, et en Comcom, ça sera écrit, parce qu'eux, ils font des comptes rendus où ils mettent tout. Au niveau de l'Office de tourisme intercommunal, puisqu'on passe par la communauté de communes, la communauté de communes vous demande 137 000 € de cette année. 100 000 pour fonctionner en 2021 et 37 000 de reliquat, parce que là aussi, on avait des arriérés. Du retard, bah ouais. Du retard. De paiement. 137 000, ils vous demandent. Vous, au budget, vous avez mis 200 000. Ça fait un écart de 63 000. 63 000, c'est encore un point de moins. Vous voyez? Donc on peut trouver... Pourquoi vous avez mis 200 000 alors que la Comcom vous demande que 137 000? Là, il y a un écart qui, du coup, amène des impôts en plus qui ne sont pas indispensables. Pourquoi vous avez mis 200 000 €? 200 000, on met 200 000 € parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'au niveau de la SPL, on n'a pas une vision, on va dire, très positive, on va dire de la... Non, attends, je vais m'exprimer, merci. On n'a pas une vision très positive, on va dire, de l'avenir de la SPL. Donc on ne sait pas si à la fin de la saison, ça sera reconduit. Donc si ce n'est pas reconduit à la fin de la saison, il faudra bien, du côté des Contrex, commencer à investir, on va dire, sur un nouvel, on va dire, office du tourisme. Donc ce sera pas un nouvel outil, quoi. Ça n'a pas été dit, il n'y a rien de délibéré, c'est pas sûr. Moi, ce que j'ai entendu en commune, c'est qu'on prendrait sur la trésorerie au cas où pour financer. Donc là, il y a quand même 67 000 voilà, qui se promènent entre Contrexéville et Bulgnéville qui peuvent être récupérés. Vous voyez, alors si on fait le total de tous ces 1 à 2 points qu'on peut récupérer, le taux de 25 points, il tombe largement en dessous les 20. Alors je ne sais pas si on arriverait au taux moyen de 16,5 ou de 17,5, mais on peut facilement donc baisser cet impôt, ce taux que vous maintenez encore au niveau communal à 25 points. Je ne vous parle pas de récupérer, parce que j'ai bien compris, des fonds sur la voirie. La voirie, vous avez mis 100 000 € qui ne seront pas utilisés donc cette année. Normalement, ça ne se fait pas, mais je comprends bien qu'il faut provisionner un peu. Quand on met une dépense, normalement, c'est pour qu'elle soit dépensée. Ce n'est pas pour faire de la provision, mais je comprends qu'avec 100 000 € vous ne pourrez rien faire, autant mettre l'an prochain plus. Vous voyez, donc je vous laisse 100 000, ça vous fera de la trésorerie, ça aussi. Ça fait de la trésorerie, ça permettra... Ça fera de la trésorerie. Oui, mais au niveau des voiries, il va quand même falloir faire un peu d'études pour lancer la voirie. Donc si on veut faire de la voirie et commencer de la voirie en début d'année prochaine, il faudra bien qu'on lance nos études sur la fin d'année. Donc il faut quand même du budget sur la voirie. Ça a été dit que les 100 000 € ne seraient pas utilisés. Ne me dis pas l'inverse. Donc c'est pour vous dire que vous avez quand même de la trésorerie, moins bien sûr. On s'est donné la possibilité d'avoir la trésorerie justement pour lancer nos études de voirie dès cette année. Donc, voilà, vous avez quand même de la trésorerie. J'ai la mienne, voilà. Vous aurez de la trésorerie, moins, il faudra être plus attentif, jongler, je sais, mais quand on est en situation difficile, c'est comme ça. Il faut faire attention partout. Voilà. Donc vous voyez que, si on résume, et là vous l'avez redit, au niveau des travaux, vous serez fixé qu'en septembre, le programme sera connu qu'en septembre, donc il y a forcément ces travaux-là que j'ai énumérés qui ne seront pas faits ou partiellement faits, donc on peut franchement baisser ce taux. Le programme, il sera présenté. Sans pénaliser la commune. Il existe. On travaille déjà sur le plan on va dire, de travaux. C'est un plan pluriannuel, il est à vision. Oui, mais moi je parle de cette année, il n'y a pas besoin d'autant. Vous pouvez très bien mettre un taux autour de la moyenne et après l'ajuster les années suivantes, et en plus ça évitera d'être lié aux autres impôts. Là, en mettant un taux très élevé, pendant 10 ans, là, le vote de ce soir, il va pénaliser, enfin il aura des conséquences sur au moins 10 ans. Il faut bien avoir ça en tête. Je ne sais pas si il y a déjà une si vous explication qui a été percutez. donnée. Voilà. Donc moi je pense que vous pourriez proposer, ça peut être encore modifié là à l'instant, on a le droit, mettre un taux plus bas compte tenu des investissements qui seront moins importants. D'autres interventions? Madame Jaworski. Ah bon, si, excusez-moi, je pensais que c'était terminé. Non, je vais continuer tout de suite. Alors, non, D'accord. puisqu'on est sur les taxes, vous savez très bien qu'il y a d'autres taxes qui existent. Je reviens toujours au foncier bâti. On peut majorer le foncier bâti pour les logements vacants. Là, vous pourriez très bien avoir un taux moyen pour le foncier bâti et un taux très fort pour les logements vacants. Sachant que les logements vacants, si vous avez un propriétaire qui ne trouve pas de locataire, il ne sera pas soumis à l'impôt supplémentaire. S'il prouve qu'il cherche à vendre, s'il prouve qu'il cherche à louer, il ne sera pas soumis. Tandis que le propriétaire qui garde
des bâtiments en ruine comme on a pas loin, celui-là, on peut le taxer fortement. Au moins, déjà, ça rapportera. Là, il n'y a pas de scrupule à mettre des taux très très élevés. Et si ça peut le décider à vendre ou à réhabiliter son logement, ça serait une bonne chose. Ça, c'est une taxe qui pourrait être instaurée sans tarder. Vous pourriez le faire. Alors, vous savez, Monsieur Danet, qu'on avait déjà évoqué ce sujet lors du précédent mandat. Effectivement, le travail continue sur le sujet et ça, ce sera mis en place. Ça sera mis en place. Comme d'autres taxes possibles sur lesquelles on travaille aussi. Mais, sur quelle autre taxe vous travaillez? Par exemple, la taxe sur les enseignes commerciales. Ouais. Par exemple, c'était un exemple dont on avait aussi parlé. Oui, on en avait parlé voilà. déjà. Il y a... Donc, c'est pas abandonné, c'est bien le sujet qui. Et vous comptez la mettre en place quand, la taxe sur les enseignes? Écoutez, parce qu'on avait des sommes assez intéressantes à récupérer. Ouais. Là aussi, ça peut nous faire 1 point ou 1,5 point de plus ou de moins si on soustrait. En tout cas, on poursuit le travail et cette taxe sera présentée quand le dossier sera totalement finalisé. J'espère qu'on sera associé à ce travail, parce qu'il faut quand même faire vite pour délibérer. Bien sûr, afin que... La commission des finances, elle est faite pour ça. Et vous comptez l'instaurer dès 2022? Je vous dis que dès que le travail sera calé et prêt, il sera présenté à la commission des finances et ensuite il sera proposé au conseil municipal. J'espère qu'on la verra bientôt, parce qu'il faut prendre des délibérations l'année précédente pour l'instaurer. Donc ça, s'il n'y a pas de temps à perdre. Nous avons encore quelques mois. Non. Si vous voulez instaurer la taxe sur les enseignes, la publicité, il faut délibérer avant le 1er juillet. On a moins d'1 mois. Donc on a un conseil, je pense, on aura encore un conseil avant fin juin, puisqu'on doit délibérer sur les rapports. En travaillant vite et bien, on est prêt à participer. Ça peut être présenté dans 2 semaines, 3 semaines. Madame Jaworski. Merci. Beaucoup de choses ont déjà été dites, alors je vais essayer de ne pas faire trop de répétitions. Je voudrais revenir sur votre document de départ. J'ai trouvé qu'il aurait été plus clair d'afficher vraiment le taux de la taxe plutôt que de nous obliger à faire des calculs. Ça aurait été plus facile et plus lisible et plus compréhensible pour la population. Je voulais aussi dire qu'il y avait beaucoup de rappels du passé. La DGF, ça date de 10 ans, donc je pense que c'est des choses qui doivent être intégrées au budget depuis déjà un bon moment. Donc voilà, les rappels du passé. Je vais quand même en faire un, moi, de rappel de la situation passée. C'est le rappel de la situation à notre arrivée lors du mandat précédent. Il me semble que la situation était beaucoup plus précaire qu'elle ne l'est actuellement. Puisque, si vous vous rappelez bien, on avait un petit cadeau qui nous attendait à notre arrivée. Il fallait d'entrée de jeu emprunter 800 000 euros. C'était le départ. Et déjà, les banques ne nous prêtaient pas puisque l'endettement de la commune était trop important. Mais 800 000 euros à l'arrivée, nous, on arrivait. On était vierges de toute mauvaise gestion. Voilà, c'était le départ. Donc il a fallu faire baisser la dette et je pense qu'il y a eu quand même un travail de fourmi, un travail difficile. Bien sûr, nous aurions pu monter aussi les taux de manière très importante. On n'a pas pris cette optique politique, parce que c'est aussi une vision politique des choses. Et il y a quand même eu, parce qu'il y a le bruit qui court, vous n'avez rien fait. C'est quand même un peu facile, avec la situation difficile qui était la nôtre. Je pense qu'il y avait cette dette, mais il y avait aussi tout l'état de la commune. Si vous prenez par exemple les véhicules de la commune, c'était un parc de véhicules qui était vraiment dans un état lamentable, un camion qui avait 30 ans, enfin voilà, il y avait tout un panel de choses qui aussi ne sont pas du chiffre pur, mais quand même qui aggravaient la situation. Donc on a fait quand même l'étude Rhumato avec des difficultés pour trouver les financements. Il y avait le camping qui était dans une situation délabrée comme pas possible. Il y avait des réparations au terme. Enfin, voilà. Il y a eu des routes aussi de refaites. Il y a eu 7 véhicules d'achetés. C'est pareil, quand vous avez un retard comme ça, on se trouve tout de suite avec des tas de dépenses importantes. Merci d'apporter de l'eau à mon moulin. Non, parce que nous avons fait tout ça sans faire une taxe importante. Je voulais aussi parler de la culture, parce que voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur.
et qui a complètement, enfin, grandement disparu. Je trouve que les routes sont nécessaires, la culture, elle est nécessaire pour faire société. Et ça, je trouve que c'est excessivement important et je regrette de voir que c'est un axe qui disparaît progressivement. C'est plus facile, hein. La culture, c'est toujours la chose qu'on fait disparaître le plus vite et le plus facilement. C'est dommage. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur l'économie. Vous parlez d'un soutien du tissu économique, mais les hôtels, les loueurs, les hébergeurs, dont la rhumatologie va avoir besoin, là, ils sont durement impactés. Donc là aussi, ça fait partie du tissu économique. C'est des milliers d'euros pour des entreprises, puisque ce sont des entreprises qui n'ont pas travaillé depuis 1 an et demi, voire 2 ans. Donc ce n'est pas aussi un bon signal, puisque les hôtels doivent aussi se moderniser. Donc là, je ne pense pas que ça sera fait. Il y a aussi des difficultés. Je me permets de répondre sur ce sujet. Oui. Évidemment, on n'est pas dans un vase clos. On a aussi contact avec un certain nombre d'opérateurs dans le domaine économique. Et si je reviens à la CFE, c'était aussi pour eux de dire le foncier bâti, certes on va le payer, mais attention à la CFE parce que c'est notre outil de travail. Oui, mais là ils sont quand même durement impactés aussi. Bien sûr. Hein, voilà. Ils ont pu bénéficier aussi d'un certain nombre d'aides de l'État. Et je pense qu'en France, on a plutôt, alors je ne sais pas un avis politique, on a plutôt été bien soutenu au niveau économique. Je crois qu'il faut le dire aussi. Tout à fait. Je voulais vous dire aussi qu'une politique budgétaire, elle est mise au service de valeurs, à mon avis. Donc ce qui avait été défendu lors du mandat précédent, c'était quand même des valeurs autour de l'environnement et du développement durable, que je ne retrouve pas maintenant, puisque la commission développement durable a disparu. Et puis, je vous ai annoncé lors du dernier mandat qu'il y aurait une commission développement durable. Elle va se réunir, elle va être créée et elle va se réunir. Et elle va travailler sur le sujet. Extrêmement important, et je vous rejoins totalement. Et d'ailleurs, et c'est indispensable, parce que tous nos financeurs vont accentuer les critères développement durable dans leurs aides financières. Je le savais, c'est pour ça que nous avions fait un travail important. Ça nous a permis d'avoir des subventions, notamment les subventions autour des candélabres, par exemple, avec TEPCV, et d'autres subventions d'équipement, parce que nous avions fait un travail de fond autour du développement durable. Le développement durable, c'est également la démocratie participative, et on voit que la population a besoin d'explications, et elle a besoin d'être associée aux décisions. Ça fait partie de toutes les demandes partout maintenant. Il y a aussi de l'expertise dans la population, et la population peut amener des idées nouvelles et créer une vraie dynamique. Donc moi, je suis entièrement favorable à la démocratie participative qui vient non pas en finale dire oui ou non quand on a déjà fait tout le processus, mais qui est au départ de la réflexion. Et je pense que c'est un axe qu'il est absolument important de travailler. C'est aussi une recherche d'économie. Des économies. Et là, j'aimerais bien savoir ce que vous allez faire au niveau des recherches d'économie, non pas de l'économie pour l'économie, mais des économies, des dépenses qui génèrent des économies dans le temps, à court terme, à moyen terme et à long terme. Et je pense que, par exemple, si je prends l'exemple des espaces verts, où vous avez enlevé un équipement, je ne sais pas s'il était certainement utile, mais je ne vais pas revenir là-dessus, mais on voit que la dimension développement durable n'est pas complètement intégrée, et pourtant, ça a été ressassé. Si vous prenez l'achat d'un broyeur, par exemple, que j'ai déjà évoqué plusieurs fois, on paye pour faire retraiter nos branches à la communauté de communes et on rachète du broyat de résineux qui, en plus, avec un peu de chance, vient de Chine. Alors qu'on pourrait faire le broyat directement, ça serait quelque chose de beaucoup plus... Voilà, ça c'est un équipement qui générera de l'économie dans le temps. Mais ça, c'est un exemple. Et je pense que là, il y a énormément d'exemples comme celui-là.
Autour aussi des déchets, on a 40 000 € de notes de déchets sur la commune. Il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et là aussi, il faut associer la population. Il y a énormément d'économies à faire qui ne sont pas impressionnantes. Bien sûr, ça ne fait pas sauter au plafond, mais c'est quand même des économies dans le temps. Moi, j'avais déjà parlé des bulbes, parce que tous les ans, 2 000 € de bulbes sont perdus pour la commune. C'est trop. Et puis, on a d'autres moyens de faire. Enfin, je ne veux pas tout développer, des axes qui pourraient être intéressants. Voilà. Et dans le développement durable, il y a aussi une relocalisation de certains achats. Je pense qu'il y a encore des achats de la commune qui partent, qui s'envolent, des achats ou des dépenses de la commune qui n'ont pas de retombées directes sur le local. Et ça, c'est vraiment quelque chose à travailler. Qu'est-ce que la commune dépense chez les producteurs locaux? Qu'est-ce que la commune dépense? Enfin, voilà, il y a un travail autour de la cantine, autour de la gestion aussi des chauffages et de l'énergie des bâtiments. Ça aussi, ça part... voilà, c'est des contrats, donc ça ne peut pas être fait immédiatement, mais ça doit être réfléchi longtemps à l'avance. Voilà, j'ai pratiquement fini. Et juste avant, je voudrais saluer le travail du collectif, parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est le travail d'un collectif. Je pense que ça a été un travail citoyen, qui a été réfléchi et qui a su garder une dimension humoristique, qui a détendu l'atmosphère. Tant qu'il y a de l'humour, on tient la violence et l'agressivité à distance. Et même s'il y a eu de l'ironie dans cette dimension humoristique, elle était importante. Et je voudrais saluer ce travail parce que ça a mené une ambiance bon enfant et pourquoi pas festive. Ça a donné finalement une image de Contrexéville plutôt inventive, créative, dynamique. Et voilà, Contrexéville n'est pas endormi. Alors, quelques remarques sur votre intervention, Madame Jaworski. Effectivement, la dimension développement durable, je le répète, elle est centrale désormais et de plus en plus sur tous les dossiers des collectivités, et c'est un impératif et incontournable. Vous parlez effectivement de circuits courts. Je rappelle quand même qu'on est soumis au marché public, mais qu'avec le PETR de l'Ouest Vosgien, on travaille sur un plan d'alimentation territorial qui permettrait effectivement de mettre en place un outil qui soit à disposition de l'ensemble du territoire, et un plan d'alimentation, un plan alimentaire en tout cas, qui soit... donc on y est, on y travaille. Sur le chauffage, on a déjà rationalisé depuis un certain nombre d'années, même avant le précédent mandat, il y avait des opérations qui ont été menées, qui ont permis d'être plus efficient dans la gestion de ces équipements de chauffage. Si, on l'a vu parce qu'on avait un intéressement qui permettait effectivement de faire baisser le coût global. Pas suffisamment, on est bien d'accord. Mais c'est quand même 150 000 € qui est cher aux entreprises du territoire. Oui, on peut se poser des questions. Voilà. En tout cas, voilà où nous en sommes. Mais encore une fois, le développement durable doit être au cœur des politiques et ça le sera. Donc très rapidement, en tout cas. D'autres interventions, M. Milot? Je voudrais prendre la parole. Je voudrais déjà vous féliciter par rapport au travail que vous faites pour Contrexéville. C'est déjà une bonne chose. Mais il y a une chose qui m'interpelle dans tout ça. Vous parlez de chiffres, vous parlez de trucs comme ça. Mais socialement, là, cette heure-ci, vous êtes zéro. Pourquoi? Tous les gens qui sont dehors, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent du pouvoir d'achat. Et là, vous leur ôtez tout ce qu'ils ont. Pour moi, c'est grave. Moi, je vous demanderais de diminuer un petit peu, de faire la part des choses pour ces gens-là. Il y a des gens, des futurs retraités, des gens qui sont dans le précaire à Contrexéville. On est quand même une ville assez sociale. Je pense que faites un geste là-dessus. Voilà ce que je voulais dire. Alors, effectivement, il y a des populations en précarité. On a un habitat social très important à Contrexéville, avec des personnes qui sont en difficulté, un nombre de familles monoparentales qui est important. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place un outil qui s'appelle la Toupie, par exemple. Donc, évidemment,
permettre un lien social avec la population, notamment la population la plus en difficulté. Je rappelle aussi qu'on est en sortie de confinement après près d'un an et demi de crise sanitaire. Alors, certes, ça ne concerne pas tout le monde, mais lorsque j'ouvre le journal, lorsque j'écoute la radio, lorsque je regarde la télévision, on voit aussi qu'un certain nombre de personnes qui le peuvent, évidemment, ont thésaurisé et maintenant consomment. Donc l'économie aussi, elle redémarre. Quand l'économie, elle redémarre, eh bien, on maintient des emplois, on en crée, parce qu'il y a des entreprises qui peinent à trouver des salariés. Et j'ai vu récemment l'entreprise Livio qui fait des pieds et des mains pour recruter et qui essaye de trouver des solutions parce qu'ils n'arrivent pas à répondre à la demande, parce que l'argent qui a été économisé par certains, maintenant, il est en passe d'être utilisé et sur des projets plus ou moins importants, sur des achats courants, mais aussi sur des investissements beaucoup plus importants. Donc là, c'est effectivement le plan de relance de l'État, il est là aussi pour créer de la richesse et soutenir les entreprises, créer de la richesse et derrière créer des emplois et de la richesse pour les territoires. C'est ça aussi la réalité des choses. Y a-t-il d'autres interventions? Très bien. Oui. Pour être clair, on va voter contre. Hein. On aurait eu ce taux proposé le 7 avril, on aurait voté contre. Hein. Ce que vous faites, c'est pas assez. Voilà. Vous avez moyen de faire mieux. Je pense que le mouvement qui s'est créé se serait créé de la même manière si au soir du 7 avril on avait voté la hausse de 150% ou 145%. Donc là, ce que vous faites, c'est pas assez, donc on votera contre. Je pense que vous vous trompez. Vous vous trompez pour la commune et pour ses habitants. Jean-Marc, je te laisse conclure. Donc sur ce point, on va pas procéder au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point numéro 2, décision modificative budget principal. Donc, compte tenu de la notification officielle des bases d'imposition le 26 mai dernier, Monsieur le maire propose d'intégrer les éléments communiqués et de procéder au réajustement de crédits nécessaires pour la section de fonctionnement et pour la section d'investissement du budget principal 2021. Il soumet donc au conseil municipal la décision modificative numéro 1 qui lui demande d'approuver. La commission des finances est appelée, donc on en a parlé hier, donc il y a eu un avis aussi donné par la commission des finances sur ces budgets. On commence par le fonctionnement. Donc au niveau du fonctionnement en recette, donc la décision modificative numéro 1. Donc au niveau du compte 731 impôts et taxes, donc moins 1 032 910 €. Au niveau des dotations et participations, donc plus 4 974 €, soit un total des recettes de fonctionnement de moins 1 027 936. Au niveau des dépenses, donc les atténuations de charges, pour moins 835 178 €, donc le virement à la section d'investissement qui est de moins 192 758, ce qui nous équilibre notre budget à 1 027 936. Question? J'aurais une simple remarque, puisqu'on est sur le fonctionnement et la fiscalité. J'ai oublié tout à l'heure de dire, on l'a vu en commission des finances, on a aussi récupéré 44 000 €, je crois, ou 42 de taxes d'habitation, de compensation de taxes d'habitation sur les résidences secondaires. Ça, ce n'était pas inscrit au mois d'avril, donc ça, c'est un plus qui arrive entre-temps. Donc l'effort de 5 points que vous faites, en vrai, il ne correspond qu'à 4 points, puisqu'on a ce petit bonus qui n'était pas prévu. Donc l'effort que vous faites n'est que de 4 points, pas de 5. Voilà. Enfin, au niveau de l'investissement, on votera. Donc au niveau de l'investissement, donc en recette, le virement de la section de fonctionnement, donc pour moins 1 192 758,
Les subventions d'équipement, donc 15 971, oui, on se demande de la subvention. C'est pour reprendre justement, c'est bien aussi, ce sera bien pour la planète, hein, on reprend ce qui avait été commencé au niveau de... On le termine, hein, on va le terminer, rue Daudet et rue Leclerc. Donc nous sommes donc au niveau des recettes sur moins 176 787. Au niveau des dépenses, donc les IMO corporels pour 37 578, les immobilisations en cours pour moins 79 209, et donc les travaux patrimoine thermal pour moins 60 000, donc ce qui nous donne un total des dépenses d'investissement de moins 176 787 euros. Question ? Non. Donc on va passer au vote. Au niveau du budget principal, les recettes, qui est pour ? Donc qui est contre? D'accord. Qui s'abstient? Merci. Au niveau donc des dépenses, pareil, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Au niveau du budget donc d'investissement, au niveau des recettes, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et au niveau donc des dépenses d'investissement, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Très bien. Nous allons passer au point numéro 3. Il s'agit du transfert de compétences mobilité à la communauté de communes Terre d'Eau. Il s'agit d'un avis du conseil municipal. Donc, nous avons reçu le 31 mars dernier un courriel du président de la communauté de communes Terre d'Eau qui notifie, conformément aux dispositions législatives, par lequel le conseil communautaire a décidé à l'unanimité de prendre la compétence mobilité sur le territoire de la communauté de communes Terre d'Eau et de modifier les statuts existants de la communauté de communes afin d'ajouter cette nouvelle compétence facultative mobilité et d'apurer les statuts existants de la communauté de communes et de certaines dispositions pour que ceux-ci permettent l'exercice de la nouvelle compétence. Donc la loi a donné la possibilité aux communautés de communes de statuer sur cette prise de compétence avant le 31 mars 2021, ce qui a été fait, donc je le rappelle à l'unanimité. Les transports constituant aujourd'hui une préoccupation centrale des citoyens, cette loi a pour objectif de couvrir l'ensemble du territoire national d'ici le 1er juillet 2021 par une autorité organisatrice de la mobilité locale. Les communautés de communes sont fortement encouragées par la loi à prendre cette compétence mobilité à l'échelle de leur territoire car elles sont considérées comme le bon échelon territorial pour les besoins du déplacement du quotidien, mais bien d'autres choses. Dans le cas contraire, c'est la région qui deviendrait l'autorité organisatrice de la mobilité par subsidiarité sur le territoire. La nouvelle compétence mobilité n'est pas sécable, elle peut s'exercer à la carte. La loi prévoit que même si la communauté de communes Terre d'Eau prend la compétence mobilité, la région continuera à exercer les compétences relatives aux services réguliers de transport public non urbain et scolaire sur son territoire. Au cas particulier, il est précisé que la communauté de communes a souhaité prendre la compétence mobilité, mais a tenu à préciser qu'elle ne souhaite pas la reprise des services régionaux effectués intégralement jusqu'à présent sur son territoire, tels les transports publics de personnes réguliers non urbains et les transports scolaires, ainsi que lui permet la loi. En revanche, à partir du moment où elle devient compétente, la communauté de communes peut intervenir pour mettre en place une offre supplémentaire de mobilité d'intérêt local sur son territoire complémentaire et articulée au mieux avec l'offre régionale, par exemple les transports à la demande qui existaient déjà, ou les transports réguliers permettant le rabattement vers les gares routières ou ferroviaires, ou encore des services de mobilité active tels que l'aide à la location ou à l'achat de vélos électriques, de mobilité partagée, de mobilité solidaire à destination des publics les plus fragiles. La décision des actions appartenant à la communauté de communes. Dire simplement que plusieurs raisons ont incité la communauté de communes à prendre la compétence mobilité, car elle exerce déjà depuis plusieurs services depuis un certain nombre d'années qui relèvent de la compétence mobilité sur son territoire, le transport à la demande, l'aide à l'acquisition de vélos électriques ou plus précisément encore l'organisation de navettes sanitaires
qui permettait aux personnes seniors ou à mobilité réduite de pouvoir se rendre au centre de vaccination de Vittel. Sans la compétence désormais mobilité, ce ne serait plus possible pour la communauté de communes. Les communes de Contrexéville et de Vittel ont également mis en place une navette régulière de transport entre les deux villes, appelée Navigo, qui relève également de cette compétence sur le territoire et qui facilite également les déplacements d'usagers locaux, mais aussi des touristes entre les deux stations. Il convient également d'anticiper les réflexions et les actions engagées dans l'optique de la réouverture de la ligne 14 à l'horizon 2025. Donc j'en ai parlé. Pour le rabattement avec les gares de Vittel et de Contrexéville. Par ailleurs, et Monsieur Danet, vous étiez le pilote de cette opération, dans l'élaboration de son projet de territoire 2020-2030 qu'elle a adopté en décembre 2019, la communauté de communes a placé les enjeux de désenclavement et l'amplification des mobilités au cœur des priorités de son développement. Le transfert volontaire et global de cette compétence s'effectue selon les règles du droit commun. Précisez aussi que la communauté de communes Terre d'Eau a délibéré favorablement à l'unanimité pour la prise de cette compétence. Il appartient dorénavant au conseil municipal de chacune d'entre elles de se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de cette notification sur le transfert de la compétence mobilité à la communauté de communes, soit jusqu'au 30 juin. À défaut de cette délibération prise par le conseil municipal, dans les délais impartis, l'avis de celui-ci est réputé favorable. Mais il y a un certain nombre de contraintes que je rappelle. Pour la communauté de communes Terre d'Eau, que la communauté acquiert cette compétence au 1er juillet prochain, il faut que ce transfert de compétences requiert l'approbation des 2 tiers au moins des conseils municipaux. Alors, je vous fais grâce peut-être encore que représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté de communes ou la moitié au moins des conseils municipaux regroupant les 2 tiers de la population totale de la communauté de communes. Voilà. En parallèle, chaque conseil municipal doit se prononcer sur les modifications de statut. Les modifications statutaires suivantes sont envisagées dans les statuts actuels de la communauté de communes, issus de la fusion des communautés de communes de Bugnéville entre Saint-Ouen et Bassigny et de Vittel-Contrexéville, Terre d'Eau, avec extension à la commune de Tuilière, annexée par l'arrêté préfectoral. Donc il y a un ajout aussi de la nouvelle compétence facultative mobilité il y a l'ajout de la nouvelle compétence facultative mobilité, il y a la suppression de la mention étude pour l'organisation d'un service de transport intercommunal de navette qui figurait au titre de la compétence optionnelle. Il s'agit donc pour le conseil municipal de décider d'accepter le transfert de la compétence mobilité à la communauté de communes Terre d'Eau à compter du 1er juillet 2021 et de valider les modifications statutaires adoptées par la communauté de communes consécutivement à la prise de compétence et de donner tout pouvoir au maire pour informer monsieur le préfet et le président de la communauté de communes de cette décision. Y a-t-il des questions ? Non, juste une remarque simple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, ça, c'est une bonne chose. On est satisfait de voir que la Comcom prend une compétence qui n'est pas obligatoire. Souvent, on est un petit peu frileux au niveau de la Comcom. Là, c'est pas obligatoire, on la prend. C'est un exemple de ce qu'il faut faire. Parce que quand on mutualise, si c'est bien fait, on améliore la qualité du service et ça coûte moins cher. Et forcément, un exemple comme le transport au niveau du territoire intercommunal, je parle, il faut raisonner au moins à l'échelle intercommunale, voire plus. Donc voilà, c'est un exemple qu'il faut suivre et c'est aussi à nous, à vous élus, d'inciter à acquérir d'autres compétences ou d'autres mutualisations de ce genre. Merci. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport numéro 4, il s'agit de la société SPLX Desmat, approbation de la nouvelle répartition du capital social. Je précise dès à présent que je ne participerai pas au vote puisque je suis encore pour quelques semaines administrateur de cette société. Donc la société XTEMAT a été créée en février 2012.
par le département de l'Aube, les Ardennes, de la Marne, pour fournir à ses actionnaires des prestations liées à la dématérialisation. Depuis, la commune de Contrexéville a adhéré à cette société, ainsi que les départements de Haute-Marne, de l'Aisne, de la Meuse, des Vosges et de Meurthe-et-Moselle, la région Grand Est et de nombreuses communes de plusieurs groupements de collectivités situés sur le territoire des 8 départements. Depuis mars 2021, la SPLX Démat comptait 2755 actionnaires de toute taille. Chaque année, conformément au Code du commerce, l'Assemblée générale de la société doit se réunir avant fin juin pour approuver les comptes de l'année précédente et affecter le résultat après présentation des rapports du commissaire aux comptes. À l'occasion de cette réunion, d'autres points peuvent être présentés, tels qu'un point sur les mandats des administrateurs ou l'adoption d'une nouvelle version du règlement intérieur. Depuis l'an passé, il a été décidé d'ajouter à ces points l'examen de la répartition du capital social suite aux adhésions et sorties intervenues depuis la dernière assemblée. Et donc, on constate effectivement que tout au long de l'année, de nouvelles collectivités locales ou de nouveaux groupements de collectivités souhaitent devenir actionnaires, mais d'autres aussi beaucoup plus rares, souhaitent se retirer de cette société. Et donc, depuis le 1er janvier 2020, 377 actions ont été vendues. Je rappelle que ce sont des actions à 15,50 € par collectivité, ont été vendues à des collectivités ou groupements de collectivités pour leur entrée au sein de la SPL. 108 ont été rachetés pour permettre à 9 actionnaires dans la région Grand Est d'en sortir. Ce transfert d'actions a eu pour conséquence de modifier la répartition du capital, capital social divisé en 12 838 actions, et qui est donc, vous avez la répartition entre le département de l'Aube, de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, des Vosges et des groupements de communes. Donc cette nouvelle répartition détaillée dans la liste des actionnaires annexée à la présente sera soumise à l'approbation de l'Assemblée générale. Il convient donc d'approuver la nouvelle répartition du capital social de la société et d'autoriser le représentant de la commune de Contrexéville à voter la résolution correspondante lors de la prochaine Assemblée générale de la société. Il s'agit également d'approuver la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale divisée en 12 838 actions et de donner pouvoir aux représentants de la commune à l'Assemblée générale pour voter cette nouvelle répartition de son capital social et de la résolution en découlant. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport numéro 5, M. Deluz. Donc, modernisation et optimisation de l'éclairage public, tranche 2021, demande de subvention auprès de l'État dans le cadre du dispositif d'appui à l'investissement local. Donc, le maire informe le conseil municipal que la commune a prévu en 2016 de réaliser un programme pluriannuel de remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes et d'ancienne génération par du matériel plus moderne et économique, efficace, sécuritaire et réduisant la pollution lumineuse. Donc les travaux concernant le remplacement des candélabres de la traversée de l'agglomération, ce programme de travaux devait s'étaler sur 5 ans et être réalisé par tranche. Cette opération vise à réduire la consommation énergétique de la commune, diminuer la pollution nocturne grâce à l'optimisation du rendu d'éclairage, mettre aux normes de sécurité les équipements, améliorer l'accessibilité des trottoirs pour les piétons et à valoriser l'image de la commune par une meilleure intégration urbaine du mobilier. Après une interruption en 2020 du fait de la crise sanitaire, il est envisagé de reprendre ces travaux à l'automne 2021. Cette tranche prévoit le remplacement de 21 candélabres. Ces candélabres sont situés le long des rues Division Leclerc et Ernest Daudet. La demande de subvention porte uniquement sur l'acquisition du matériel. La commune peut envisager un financement partiel de cette opération en sollicitant le dispositif d'appui à l'investissement local mis en place par l'État pour accompagner les projets d'investissement des collectivités locales, opération transition énergétique. Budget et plan prévisionnel de financement, donc coût prévisionnel total de l'opération pour la tranche 2021, donc 25 351 € hors taxe. Participation financière du syndicat mixte départemental d'électrification des Vosges, 3 803 €.
Montant sollicité au titre du Fonds public de soutien à l'investissement local, donc 10 140 euros. Montant des aides publiques sollicitées, donc 13 943 euros. Montant prévisionnel d'autofinancement, 11 408 euros. Délai de réalisation, démarrage au deuxième semestre 2021. Préciser que ce sont les services techniques de la ville de Contrexéville qui mettront en œuvre tout ce qui concerne la partie technique. Donc il s'agit pour le conseil municipal d'approuver le projet d'investissement tel qu'il est décrit ci-dessus, ainsi que le plan de financement afférent, de solliciter auprès de l'État dans le cadre du dispositif d'appui à l'investissement local une subvention au plus haut taux destinée à financer l'opération, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Des questions? Est-ce que vous envisagez d'éteindre une autre partie de la ville ou un autre secteur pour générer d'autres économies? Parce que l'éclairage, la pollution lumineuse est quand même quelque chose qui est aussi très... Il y a un coût et il y a une pollution effectivement lumineuse qui est très problématique, notamment effectivement pour la faune. Et c'est une première expérience qui a été menée sur certains secteurs, mais qui sera proposée encore une fois en test sur un quartier et donc avec l'implication de la population en la matière. S'il n'y a pas de questions. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Le point numéro 6, modernisation et optimisation de l'éclairage public tranche 2021, demande de subvention auprès du conseil départemental des Vosges. Donc, voilà, c'est la même chose. On va arriver juste sur le budget du plan prévisionnel, donc on reprend exactement la même chose, sauf que là, on demande des sous au conseil départemental. Oui, mais on est en prévisionnel, mais pour des travaux qui vont se réaliser là en fin d'année, pas des travaux qui vont se réaliser dans 2 ans. Donc voilà, donc on fait la demande de subvention pour avoir, on va dire, les prochaines subventions. Donc au plus près des travaux qui vont être réalisés. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Très bien. En tout cas, je n'ai pas été destinataire de questions écrites, comme le prévoit le règlement. Donc je tenais à vous remercier les uns et les autres pour la participation à ce conseil municipal. Donc la séance est levée et je vous souhaite une bonne soirée.